Ce qui me frappe le plus, et j'y consacre d'ailleurs un chapitre dans la suite de l'art à l'état gazeux que je suis en train d'écrire, ce qui me surprend le plus, c'est la solidarité maintenant complète entre l'art et la valeur économique. Dans l'art à l'état gazeux, je m'étais placé au niveau esthétique seulement, et je ne faisais pas trop à exception de la valeur économique. Ce qui me semble s'être précipité, c'est l'association, je dirais, esthétique en plus. C'est ça qui est même étrange, esthétique entre art et valeur financière. Alors d'une part, vous avez, tout le monde le sait, il y a un marché extrêmement élitaire, disons, qui porte sur en gros peut-être 200 artistes et 1000 ou 5000 collectionneurs, qui fait les gros titres, les grandes ventes aux enchères, mais aussi on a de multiples marchés émergents ou déjà émergés un peu partout dans le monde, et là aussi avec une association entre art et valeur économique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la valeur économique est devenue presque une valeur esthétique. Si ça vaut cher, alors c'est de l'art. Et c'est à mon avis, je dirais, ce qui est l'élément différent par rapport à mon diagnostic de l'art à l'état gazeux. Alors par ailleurs, dans ce diagnostic, les parties essentielles du diagnostic restent les mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, en art, au fond, tout est multimédia aujourd'hui. On le voit très bien ici dans ces expositions, où il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de styles, toutes sortes de goûts possibles à satisfaire. Et puis en revanche, la deuxième partie du diagnostic sur l'esthétisation de la société, alors là, disons de la vie ordinaire, là, ce diagnostic est non seulement conforté, mais il est encore plus pertinent qu'il l'était en 2003. Mais finalement, est-ce qu'il n'a pas toujours été? Est-ce que foncièrement, c'était différent du temps au début du siècle dernier? L'art a toujours été une préoccupation, enfin la valeur marchande, la survie économique a toujours été pour l'artiste la raison même d'existence. Oui, c'est vrai, il y a toujours eu un rapport entre création artistique, prestige, luxe et financement par les grands de ce monde, c'est certain. Enfin toujours, non, parce que vous avez quand même le cas des arts primitifs, des arts populaires, vous avez ou des arts spécifiquement religieux, où la question de la valeur économique intervient moins. Mais disons que dans le régime de l'art depuis la Renaissance, il y a effectivement un lien entre art et prestige. Et art, prestige, luxe et valeur économique. Mais je dirais que ce qui a changé, c'est un changement finalement qualitatif, c'est que je dirais cette valeur financière, elle est devenue omniprésente. Elle est aujourd'hui omniprésente au détriment de la valeur purement esthétique, au détriment de la valeur de plaisir esthétique. C'est-à-dire l'art comme un signe, comme marque d'ostentation, de luxe et de puissance financière, comme objet de spéculation aussi, est devenu beaucoup plus présent que ça n'a jamais été. Avec des grandes manifestations internationales. Alors avec les foires, avec aussi le phénomène du lien entre un certain nombre de collectionneurs et les ventes aux enchères, c'est-à-dire que c'est devenu un marché, pour beaucoup d'aspects, c'est devenu un marché financier à caractère spéculatif. Il y a quand même... C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, un Médicis ou un pape qui commandait des œuvres exceptionnelles le faisait pour l'ostentation et la démonstration de pouvoir et de prestige.
Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est pour montrer la puissance financière et éventuellement pour la développer aussi. D'où, par exemple, les manipulations autour de Jeff Koons, autour de Damien Hirst. Mais c'est pas le seul cas. Hein. Je veux dire, c'est vrai aussi pour les marchés asiatiques. Il y a aujourd'hui véritablement la valeur économique fait partie de la valeur esthétique. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux, mais c'est ça qui me paraît énigmatique. Donc ce qui intéresse finalement un artiste aujourd'hui, c'est de parvenir à rejoindre cette petite élite qui tourne autour de 200 artistes. Donc ce n'est pas de changer le système en place. Finalement, absolument pas, oui. Le système en place est bien ancré et ce qui fait aujourd'hui, ce qui idéalise un peu le boulot d'artiste, c'est d'arriver justement à rejoindre ce cénacle. Oui, je dirais oui et non. C'est-à-dire que j'aurais tendance à distinguer 3 catégories d'artistes. Il y a ceux qui ont un ancrage local et je dirais aussi très personnel dans le travail et qui feront ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils jugent indispensable de faire parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement sans garantie de succès. Avec des possibilités de survivre, ça c'est sûr, avec des collectionneurs locaux, etc. Là, je dirais qu'on est dans un monde de l'art traditionnel qui, depuis la Renaissance, a toujours existé. C'est-à-dire, il y a des écoles locales, elles sont, sans qu'elles aient de débouché international très net. Ça vaut pour la Belgique, ça vaut pour la France un peu, ça vaut pour l'Allemagne. Il reste donc cette sorte de pratique artistique. Ensuite, il y a effectivement le club de ceux qui sont bankable, comme on dit, hein, ceux qui sont bancables, qui vont faire de la valeur spéculative. Mais encore une fois, l'accès est extrêmement difficile et je dirais que la carrière doit être aussi bien gérée. Je veux dire, c'est aussi une question de savoir bien gérer sa carrière. Le problème, ce serait plutôt pour les artistes entre les deux. C'est-à-dire aujourd'hui, les artistes qui ne valent pas assez cher pour entrer dans le clan des bankable et qui en même temps ont déjà dépassé en quelque sorte le niveau de la réputation locale. Vous avez plein d'artistes qui disent qu'ils sont... Bon, c'était le cas de ce que disait récemment Jan Vos, par exemple. Jan Vos disait que je ne suis pas assez cher pour être parmi le gratin de l'art contemporain et en même temps je suis trop cher par rapport à un public normal, quoi, en quelque sorte. Et donc on a cette... Et puis je dirais que cet impact financier a aussi un impact esthétique, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible aujourd'hui que des œuvres de grande qualité ne trouvent pas leur reconnaissance. Tout simplement parce qu'il y a une telle bataille, une telle concurrence, une telle compétition. La compétition est tellement, je dirais non pas faussée, mais tellement réglementée d'une certaine manière qu'on peut passer à côté d'œuvres qui sont très importantes et qui néanmoins n'accéderont pas à la reconnaissance. Alors, la question que vous posiez déjà dans l'art à l'état gazeux, c'est quand y a-t-il art aujourd'hui ? En 2019, on peut reposer la question pour vous. Je dirais que j'ai une définition assez simpliste de la notion d'art. Il y a art quand il y a, je dirais, un ensemble de règles définies pour obtenir des effets esthétiques. Je sais bien que c'est un cercle, ma définition, mais il faut que pour qu'il y ait art, il faut que, je dirais, il y ait un ensemble de règles, soit les règles de l'installation, soit les règles immersives, soit les règles encore de la peinture abstraite, etc. Et donc il faut qu'il y ait une sorte de codification, même si c'est une codification très limitée. Hein, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, je pense qu'il y a une revitalisation de la céramique. Mais on peut dire que la céramique, je dirais, a un certain nombre de règles
ne serait-ce que l'utilisation de certains matériaux, l'utilisation de certaines techniques de cuisson et de certaines techniques de glaçage de la couleur. Hein. Et donc ça, c'est l'art. Mais je dirais que du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de formes d'art visuel, et y compris d'art non visuel. Hein. Et puis, en revanche, ce qui tend à se généraliser, c'est l'élément esthétique. C'est-à-dire l'élément esthétique, c'est ce qui nous produit une émotion esthétique, et une émotion esthétique peut être produite par une œuvre d'art, comme elle peut être produite par un moment poétique, une phrase, une perception de poussière dans un rayon de lumière, etc. Et aujourd'hui, on a plutôt, je dirais, on est plutôt à l'âge de l'esthétique qu'à l'âge de l'art. De ce côté-là, je serais assez hegelien. Hegel dit dans les années 1830 que l'art aujourd'hui est quelque chose de dépassé, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose de dépassé parce que c'est remplacé par l'esthétique. Et du coup l'esthétique, elle est dans la décoration, dans le design, dans les ambiances, dans les centres commerciaux, dans les boîtes de nuit, dans les cafés. L'esthétique est partout. Mais l'expérience n'est pas partout. L'expérience de l'art... non, l'expérience de l'art n'est pas partout. Et l'expérience de l'art, elle est réservée, je dirais, à ceux qui... j'ai écrit un livre au début des années 2000 qui est plus destiné aux philosophes, qui s'appelle Critères esthétiques et jugement de goût. L'expérience de l'art, elle est destinée à ceux qui ont, je dirais, élémentairement une connaissance des règles du jeu. La femme de ménage n'aura jamais l'opportunité de pratiquer cette expérience de l'art. Non, mais à sa manière, elle peut l'avoir. Il y a des arts populaires, il y a des... on peut aussi avoir, je dirais, il y a une littérature populaire, on peut aussi avoir une perception poétique des choses. Ça, l'esthétique est à la portée de tout être humain. Je veux dire, tous les êtres humains ont des expériences esthétiques. En revanche, l'expérience de l'art, dès qu'elle commence à être un peu sérieuse, elle demande une véritable initiation. Vous êtes à Bruxelles pour présenter le travail de Clémence Van Lunen, oui, qui est une des artistes, selon vous, qui est toujours la continuatrice de cet idéal de création. Alors oui, je pense que c'est une artiste au sens où elle a suivi des formations artistiques extrêmement complètes et approfondies. Elle a eu une gamme d'activités extrêmement large, dans la sculpture sur bois, dans le fer, dans la céramique ensuite. Donc déjà, je veux dire, elle a intégré des savoir-faire multiples. Ensuite, elle s'est plus particulièrement engagée maintenant dans le travail de la céramique, et je trouve que la céramique, compte tenu du fait que au fond tout est possible en art aujourd'hui, la céramique sort de son statut d'art mineur pour devenir un art à part entière. Je trouve aussi intéressant que la céramique soit surtout réalisée par des femmes aujourd'hui, parce que c'est probablement un monde moins codifié que la peinture ou la sculpture, et qui permet beaucoup plus une expression directe, je dirais, des fantasmes, des désirs et des idées. Et puis je trouve que justement, à l'intérieur des différentes choses qui se font aujourd'hui en céramique, elle est une de celles qui réintroduit des valeurs sculpturales, travaille fort bien la couleur, et avec aussi, vous parliez d'amour, avec aussi un humour et une jubilation que j'apprécie beaucoup. Et parmi les autres artistes qui vous intéressent aujourd'hui alors c'est des artistes très différents. Moi je suis d'une vieille génération, donc je ne prétends pas justement être au cœur de la mode, sinon comme observateur. Comme observateur, je revendique de m'y connaître, mais en tant qu'amateur, c'est tout à fait différent. Par exemple, j'aime beaucoup Etel Adnan,
l'artiste libanaise, peintre et poète libanaise, qui est une personne qui travaille avec beaucoup de poésie et beaucoup d'intensité et de concentration. Donc, j'aime beaucoup Etel Adnan, j'aime beaucoup une peintre paysagiste comme Gonzata Pasco. Je trouve que ce sont des gens qui sont des personnes qui sont chez Alice Mogagban, mais et puis à côté de ça, j'aime aussi les artistes dont j'ai été les compagnons de route dans les années 70, comme les gens de support surface, Claude Véalard, Alain Clément, Patrick Seytour, etc. Je veux dire, je continue. Mais je fais la différence entre ce qui relève de mes goûts d'amateur, et je pense que les goûts d'amateurs sont irrémédiablement marqués par les générations, et puis mes informations en tant qu'ethnologue du monde de l'art. L'art à l'état gazeux, ça relève plutôt de mon travail d'ethnologue du monde de l'art. Ce sur quoi j'insiste le plus pour la qualité artistique aujourd'hui, c'est aussi la dimension poétique. C'est-à-dire que c'est pareil pour les installations, pour les performances. Vous avez des choses qui sont extrêmement, qui sont banales, assez stéréotypées. Et puis à côté de ça, si je fais la différence par exemple entre une femme qui fait des atmosphères lumineuses comme Anne-Veronica Janssens, que j'aime beaucoup, et puis quelqu'un que je trouve beaucoup plus académique comme Michel Verjus par exemple. Voilà des différences. De la même manière, pour les vidéos et les performances, j'ai beaucoup d'admiration pour Francis Alice depuis très longtemps, parce que je trouve que la dimension poétique de son travail est forte. Et puis à côté de ça, il y a énormément de vidéos qui ne m'intéressent pas du tout. C'est tout. Placer le poétique devant le politique, apparemment. Oui, bien évidemment. Alors de toute manière, aujourd'hui, l'engagement politique des artistes est égal à zéro. Vraiment à zéro. Ils sont soit inintéressés, soit ils sont intégrés au système. Je veux dire, vous voyez bien, quelles que soient les crises, vous voyez bien qu'il n'y a aucune prise de position d'artistes dans la politique actuelle. Aucune. Ça vous attriste un peu, ce manque de... C'est une époque qui se termine. Je veux dire, je crois qu'on a un énorme basculement depuis ce qu'on a appelé le postmodernisme, et qu'on est rentré aujourd'hui dans un autre régime de l'art, qui est un régime d'une part économique et d'autre part de loisirs et de divertissement. Ouais. Voilà.